manga, c'est une violence incroyable. Et bonsoir les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo sur l'édition en France, je terminais en vous parlant des limites de notre modèle, à savoir qu'il avait du mal à faire émerger des nouveaux talents, car jugés trop risqués en termes d'investissement. Alors que pourtant, d'autres modèles, comme par exemple le modèle japonais, voyaient l'apparition chaque année de nouveaux auteurs prometteurs. Alors comment font-ils? Eh bien grâce à la prépublication. Vous savez certainement déjà que les mangas que nous achetons sont préalablement publiés dans des magazines de prépublication, dont le plus connu est le Weekly Shonen Jump. Ce magazine est un hebdomadaire tiré à plusieurs millions d'exemplaires, constitué de 425 pages et se vendant aux alentours de 260 yens, pratiquement 0,5 yens la page. C'est comme si on vous donnait sur grand format 2 mangas avec des chapitres couleurs pour pas moins de 1,50€. Un prix qui, même en ayant rogné sur la qualité d'impression, semble difficile à rentabiliser sans un grand nombre de ventes. Pour mieux comprendre pourquoi, prenons un exemple concret. Sato Oshuo, pour son premier manga Umizaru, qui sortait dans le Weekly Young Sunday, un hebdomadaire manga vendu 300 yens l'unité, mais qui est un peu différent du Jump, notamment de par ses couvertures. Oui, je vous assure que c'est un magazine manga, en tout cas à 78%. Le reste, c'est de l'info et des posters pin-up. Bref, quand Sato travaillait au Young Sunday, il était payé, comme tous les mangaka, à la page, aux alentours de 10 000 yens. Sachant qu'il faisait 80 pages par mois, il arrivait à 800 000 yens mensuels, soit 6 824 €. Mais attention, ne croyez pas que cet argent arrivait directement dans les poches de Sato. Déjà, il faut détruire le matériel, évalué aux alentours de 100 000 yens par mois, mais surtout quand on fait un manga, on n'est pas seul. Donc 3 assistants à payer 570 000 yens, on tombe donc à 130 000 yens, ce qui fait que Sato touchait un tout petit peu moins du SMIC avec 1100 €. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est la rentabilité d'un tel magazine. On sait que Umizaru vaut 10 000 yens la page, et que c'est pour Sato une première sérialisation. On peut donc faire une estimation basse et dire qu'une page, quelle qu'elle soit, de manga, coûte 6 000 yens au magazine. Sachant que le Weekly Young Sunday contient 267 pages manga, on sait qu'ils vont devoir dépenser 79 500 000 yens à peu près par an, pour pouvoir dessiner toute l'année. À cela, il faut ajouter le salaire des éditeurs qui supervisent le travail des dessinateurs, avec un salaire d'environ 4 millions de yens par an. Sachant qu'il faut un éditeur pour un mangaka, on passe donc à 119 489 000 yens. Vous vous dites peut-être que étant donné que le magazine coûte 300 yens, il suffit juste qu'on vende un peu moins de 400 000 magazines par an et le tour est joué, on est rentable. Déjà bravo, vous êtes plutôt doué avec les chiffres, mais malheureusement vous oubliez que vous ne touchez pas la totalité d'une vente. Rappelez-vous, dans l'autre vidéo, on avait déjà calculé le coût de revient d'une BD et on avait trouvé une marge commerciale d'environ 10-15%. Mais bon, étant donné que le Weekly Young Sunday est un magazine, on va estimer qu'on touche une marge plus grande. Déjà parce que l'impression est, on va pas se mentir, dégueulasse, et qu'elle coûte donc moins cher. On estime aussi que les kiosques touchent une marge moins importante que les libraires, et aussi qu'on récupère la part de l'auteur. On va donc généreusement monter cette marge à 35%. Et bien maintenant, pour que ce soit rentable, il faut que notre marge totale nous rapporte plus que ce que l'on dépense pour le dessin. C'est-à-dire qu'on a un nombre de ventes suffisante pour éponger le coût de production, à savoir pratiquement 120 millions de yens. Ce qui s'avère possible en vendant 1 137 981 exemplaires par an. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que là, ce que je vous ai juste annoncé, ce sont les coûts de production de la partie manga, qui ne représentent que 78% du magazine. Il faut ajouter à cela quelques rédacteurs qui s'occupent de la partie info et qu'on peut espérer payer moins car peut-être qu'ils ambitionneraient de toucher une place d'éditeur dans votre magazine et qu'on va donc payer environ 2 millions par an, ce qui fait qu'on passe tout de même la barre des 150 millions de yens. Et pour finir, il faut ajouter les photos de mannequins. Même si on imaginait qu'elles sont toutes débutantes, une journée de shooting, c'est pas donné. On est aux alentours de 60 000 yens la journée. Et ça, c'est vraiment le minimum. En plus de ça, le bénéfice sur ces pages est vraiment minime, puisque l'impression est faite sur du papier glacé. Tout ça doit facilement faire monter le coût du magazine à environ 200 millions de yens, ce qui fait que le magazine ne sera rentabilisé qu'à partir d'environ 1 900 000 ventes. Et encore, j'oublie d'autres frais annexes, puisqu'en 2007, le magazine était descendu à 200 000 publications par mois, soit 2 400 000 publications, et avait déposé le bilan. Oui, vous avez bien entendu, il vendait 2 400 000 exemplaires
et n'était pas rentable. Alors que d'un autre côté, des magazines comme le Shonen Edge ou le Monthly Sunday Gen X ne dépassent pas les 100 000 ventes annuelles et continuent sereinement leur activité. Comme quoi, le nombre de ventes d'un magazine ou son chiffre d'affaires ne permet pas de savoir si un magazine est rentable ou non, car il y a peut-être autre chose qui rentre en compte quand on parle de rentabilité pour un magazine. Revenons un petit peu en arrière. Pour les plus malins ou les plus observateurs d'entre vous, quand je vous ai présenté la situation comptable de Saito, un chiffre vous a peut-être paru bizarre. En effet, si 3 assistants sont payés 500 000 yens, et que l'auteur est payé 130 000 yens, alors les assistants sont plus payés que les auteurs? Eh bien oui. Pour chaque planche, les assistants reçoivent plus que Sato. Mais il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte, les fameux royalties ou droits d'auteur. Cette source de fantasme pour beaucoup de lecteurs, et surtout la principale source de revenus pour les auteurs, est en réalité une partie sur les ventes, mais attention, pas sur les ventes de magazines, sur les ventes de tomes reliés. Et dans un premier temps, les auteurs se font payer d'avance sur la première publication à hauteur de 5%. Dans le cas de Sato, c'était 8%, soit pour un tirage de 30 000 sur un tome à 600 yens, c'était environ 50 yens par tome. On arrive donc à 1 500 000 yens pour Sato, soit 12 800 € sur l'année en plus. On passe donc pour lui à un salaire de 2174, soit le double de son salaire, juste pour le fait d'avoir un tome sérialisé. On comprend donc mieux l'importance pour les auteurs d'une sérialisation. Vous avez peut-être l'impression que je digresse, mais c'est important de savoir ça parce que ça permet de faire la lumière sur le véritable rôle du magazine. Déjà, le magazine permet la promotion et le test de nouveaux titres à moindre frais. Ensuite, il permet un ajustement rapide de ces séries grâce aux retours publics recueillis via des questionnaires de fin de magazine. Et bien tout cela est fait dans un seul et unique but, s'assurer que les séries plaisent au public. Non pas pour vendre le plus possible de magazines, mais parce que l'objectif numéro 1 du magazine, c'est d'assurer un nombre minimal de ventes de tomes reliés. L'exemple de Sato nous permettait de voir que c'est les ventes de tomes et non de magazines qui étaient vraiment rentables pour les auteurs. Et c'est pareil pour l'éditeur. Et d'ailleurs, pour les séries du Jump, les chiffres de vente sont assez énormes, mais parfaitement logiques. Quand on a 1 600 000 lecteurs par semaine, on peut facilement penser qu'on va être acheté par au moins 1% de nos lecteurs. On a donc, pour l'instant, un magazine peu rentable, voire à perte, qui sert à la promotion des éditions de tomes reliés, qui eux sont très rentables. C'est pas mal, mais bon, peut-on devenir vraiment un monstre sacré de l'édition d'un pays simplement comme ça? Je veux dire, pour accomplir l'expansion qu'a accompli le Weekly Shonen Jump, il faut évidemment des séries qui marchent, qui se vendent, et un public qui achète. Mais il faut aussi avoir les moyens de production qui vont avec. Et pour les obtenir, il faut des moyens financiers et des sources de revenus stables. Sinon, dès la première crise de popularité, vous êtes en danger. Le Jump a donc cherché d'autres sources de revenus plus fixes, et l'une qui a été trouvée est la pub. Car il ne faut pas oublier que le Jump est un magazine de presse-papier, et comme tous les magazines presse, il contient de la publicité. Et pour le Jump, la publicité, c'est vraiment hyper intéressant. Déjà parce que le prix payé par un publicitaire monte graduellement en fonction du nombre de lecteurs et de la facilité qu'on a à cibler les potentiels consommateurs. Deux choses qui font que dans le Jump, un encart pub vaut son pesant d'or. Et ça, le Jump l'a bien compris, car il utilise la promesse de pub comme un outil de négociation, notamment dans une autre de ses plus importantes sources de revenus. Mais avant que je vous révèle quelle est cette mystérieuse source de revenus, il faut que je fasse une petite parenthèse un peu technique sur le droit d'auteur. Alors le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est votre droit par rapport à une ou des œuvres que vous avez ou voudriez créer. Un droit plutôt connu, mais dont le fonctionnement et la composition sont plutôt flous. Mais voyons ça ensemble. Le droit d'auteur est en réalité décomposé en deux choses. 1. Le droit moral et 2. Le droit patrimonial. Le droit moral, c'est le fait qu'on reconnaisse en votre œuvre une expression de votre personnalité. Et en ce sens, on va la protéger de toute divulgation sans votre consentement, mais aussi vous permettre une divulgation sans censure. De plus, ce droit vous laisse seul décideur des modifications que vous souhaiteriez apporter et de la signature que vous voulez lui apposer. En somme, dans notre exemple de l'édition française, c'est le dessinateur qui a ce droit et qui décide comment il signe, quand et comment il souhaite divulguer son œuvre, et l'éditeur n'a pas le droit d'apporter de modifications sans son consentement. C'est pratiquement la même chose au Japon, malgré quelques
quelques limites. En effet, les autorités peuvent divulguer en cas de nécessité ou censurer en cas de contenu obscène. Des modifications peuvent être apportées dans le cadre de l'enseignement et dans de rares cas, on interdit l'anonymat. Des exemples qui montrent que au Japon, l'ordre public moral est mis au-dessus de la liberté individuelle des auteurs. Bref, pour finir sur le droit moral, il faut aussi savoir que dans nos deux pays, le droit moral est de fait acquis à la création et qu'il ne peut ni être vendu, ni être perdu, ni être cédé. Mais du coup vient une question. Si le droit moral ne peut ni être transféré, ni être vendu, alors comment se fait-il que les éditeurs peuvent faire des copies qu'ils vendent? C'est justement l'intérêt du droit patrimonial. C'est un droit transférable qui autorise la reproduction et la distribution des œuvres par un tiers qu'on nomme l'ayant droit. Ça, c'est la partie commune France-Japon. La particularité pour le Japon, c'est que les droits patrimoniaux s'appellent les droits économiques. Et surtout qu'ils prévoient un paragraphe spécifique pour les adaptations. Et c'est là que tout devient très intéressant, car en acceptant de céder vos droits économiques, vous acceptez d'être publié dans le Jump, mais aussi et surtout que vos héros deviennent des mascottes, que ce soit en animé, figurines, jeux vidéo ou encore goodies quelconques. Et dans certains cas, cela peut aller plus loin. En effet, certaines sociétés d'édition peuvent être considérées comme autrices, puisque faisant partie intégrante du processus créatif. Ou même pire, certaines maisons rachètent même les droits moraux. Même si cela est normalement illégal, de nombreuses sociétés ajoutent une clause qui est validée par les nombreux cas d'usage. Bref, pour résumer, la grande différence sur le droit d'auteur entre nos deux pays est que en France, les adaptations doivent être consenties par l'auteur, alors qu'au Japon, une fois les droits économiques cédés, c'est l'ayant droit qui décide à qui il donne ses droits. Et c'est ce que le Jump fait continuellement. Le magazine y a même dédié un pôle complet, le comité créatif. Ces comités sont chargés de trouver des idées de produits dérivés, mais aussi de démarcher les industriels qui sont en capacité d'investir et de produire ces goodies. En gros, ce que propose le Jump, c'est une opportunité marketing de faire connaître son produit à une nouvelle audience grâce à un produit aux couleurs d'un héros ou d'une série du moment, avec en bonus un espace promotionnel adapté via les encarts pubs du magazine. En échange, le Jump ne demande qu'un droit de regard et une somme d'argent, soit en cash, soit avec des parts sur les ventes. On est donc dans un modèle qui permet une rémunération sereine et fixe du Jump et de ses auteurs, permettant une meilleure stabilité du magazine, et ce qui explique aussi sa forte croissance. Le seul inconvénient est d'ordre moral. En effet, cela peut engendrer des conflits, notamment quand l'auteur n'est pas satisfait du traitement de ses personnages. Malheureusement pour l'auteur, les possibilités de recours sont bien minces. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo, puisqu'un certain monsieur s'est opposé à tout ce système. Pour conclure, récapitulons. Si le Jump a réussi à faire émerger des nouveaux talents chaque année, c'est grâce à son modèle de distribution de magazines de prépublication. Des magazines qui font office de laboratoire pour les auteurs débutants. Cette opération de distribution est prise isolément à perte, mais peut, si le succès est au rendez-vous, rapporter énormément dans l'ensemble. On peut donc se demander comment se fait-il qu'en France, malgré des succès éditoriaux et un passé commun de prépublication, on n'a pas eu ce genre de modèle, ou du moins pourquoi il n'est pas allé aussi loin. Eh bien parce qu'en France, la législation a privilégié la protection des auteurs, cantonnant les éditeurs à leur rôle d'éditeurs. C'est donc une différence légale qui a permis à la Shueisha d'être un leader de la production manga, mais surtout de devenir l'un des plus importants actionnaires de ce que les anglo-saxons appellent le merchandising. En effet, grâce à la vente de droits d'adaptation, les éditeurs ont pu diversifier leur activité et s'assurer des dividendes stables à chaque nouveau succès. Au final, la recette du succès du Jump, ce sont aussi bien des mesures internes qui ont permis d'augmenter la popularité des séries et du magazine, qu'un environnement national favorable à son expansion. Et ne croyez pas que ce choix étatique était politiquement désintéressé. Ce choix législatif, le Japon en a retiré d'énormes bénéfices, notamment un accroissement de son rayonnement à l'international, surtout auprès des jeunes, une forme de soft power appelée le Cool Japan. Bref, ce choix législatif a eu d'énormes répercussions, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue géopolitique. Et on serait peut-être tenté de penser que j'exagère en mettant autant d'importance dans une simple législation du droit d'auteur. Après tout, une loi, ce n'est qu'un texte permettant à l'aide de sanctions d'éviter les dérives de ses citoyens, non ? Eh bien, permettez-moi alors de vous citer Reichi, le penseur du légalisme dans le manga Kingdom. Les sanctions ne sont qu'une méthode, pas la véritable essence de la loi. La loi est un souhait, un moyen de guider une nation et son peuple vers un état idéal imaginé par quelqu'un.
Si on suit ce raisonnement, comprendre les lois permet de nous éclairer sur la conception idéale qu'a un peuple sur un sujet, et l'étudier est un moyen d'en déduire les considérations philosophiques. De ce fait, notre brève étude du droit d'auteur nous a permis de mieux comprendre l'état actuel des choses, mais si on s'intéressait à l'essence même de cette loi, on pourrait aller jusqu'à comprendre les rapports qu'entretiennent les lecteurs aux œuvres et aux auteurs. Des choses que nous explorons dans une autre vidéo, car celle-ci est déjà bien assez longue. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à partager. Sur ce, moi je vous laisse et vous souhaite, comme d'habitude, une bonne lecture.